New policies, business models, concepts, technologies and IT solutions are more adopted to innovate the creation and maintenance of infrastructures. To meet these challenges, INCAE Cyber is developing CivilFEM, a revolutionary simulation tool that delivers cost-efficient designs and analysis for sustainable transport infrastructures. CivilFEM unifies all calculation types, from the simplest to the most complex, in a user-friendly environment. The development of this program will facilitate the accomplishment of engineering projects with more safety and reliability in structural analysis, such as earthquakes and stability calculations, saving lives and avoiding possible disasters. The experience and knowledge of INCAE Cyber in a wide range of fields makes CivilFEM a competitive software always in search of quality and excellence. Its international nature allows businesses and citizens to have better transport infrastructure, regardless of size and geographical location. CivilFEM, just one software for all your civil engineering needs. Bien, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation de nouveau. Ce deuxième webinaire est suite au premier qui s'est tenu, que j'ai animé en novembre de l'année dernière. Donc un nouveau webinaire pour présenter les fonctionnalités du logiciel CivilFEM SolverMark version 2019. Ce webinaire donc a été motivé par les propositions là, de ceux qui ont répondu au sondage à l'issue du premier webinaire. Certains avaient exprimé le souhait de voir les applications du logiciel sur le génie civil maritime. Donc effectivement, le logiciel, ça va être intéressant de le parcourir sur des cas d'application du domaine maritime. Alors, ce webinaire vous est présenté par moi-même, Jean-Guillaume Moulin, ingénieur génie civil, gérant de la société IMEO, société distributrice officielle du logiciel CivilFEM SolverMark. Alors, on va, durant ce webinaire qui va durer 1 heure environ, alors je rappelle que ce n'est pas un webinaire interactif. Vous ne pourrez pas poser de questions. En revanche, vous aurez tout le loisir de prendre contact avec moi via les coordonnées que je vous transmettrai. Et puis vous aurez également un sondage auquel vous serez invité à répondre et où vous pourrez formuler toutes vos questions et nous reprendrons contact avec vous par la suite. Donc ce webinaire, on va commencer par un petit rappel, une petite présentation générale pour ensuite rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire 2 cas d'application spécifiques au génie civil maritime où on va passer en revue les modèles dans le logiciel. Bon, alors il faut rappeler que le logiciel est un puissant outil compatible pour tout type d'analyse structurale avancée, dédié à l'ingénierie des structures du génie civil, la géotechnique et les constructions industrielles. Il fournit un jeu très complet d'outils et des capacités uniques de simulation pour les constructions, la géotechnique, le design parasismique, les fondations, l'interaction sur la structure, la forensique, les industries des énergies.
Alors, un petit rappel également, on a une référence assez pertinente sur le Grand Paris où le logiciel CivilFem a été utilisé pour la gare d'Issy, la nouvelle gare d'Issy Clamart. La problématique était que une galerie du SIAP en diamètre 3,60 m diamètre intérieur se situait sous le futur radier de la gare, hein, et donc on craignait à juste titre que pendant la descente des terrassements, hein, par phase, sous l'effet de la poussée des terres et le déplacement des parois moulées, la galerie qui se trouvait ici vienne à se déformer de manière excessive. Grâce au modèle 3D CivilFem aux éléments finis, on a pu reproduire le comportement de la gare dans son intégralité, hein, et mettre en évidence l'ovalisation tridimensionnelle de cette galerie. Grâce au logiciel CivilFem, on a pu utiliser des éléments volumiques pour les sols, des éléments plaques pour les parois moulées, barres pour les butons. Et la galerie, elle, qui est en béton non armé, a été modélisée à l'aide d'une loi de comportement non linéaire et a permis d'aboutir au dimensionnement de son renforcement par un chemisage que vous voyez ici. Et là, on a pu ainsi éviter la démolition de cette galerie. Alors, le logiciel CivilFem, c'est l'aboutissement d'un partenariat entre Ingecyber, le développeur espagnol, et MSC Software pour la partie notamment maillage et solver. Ingecyber, ce sont des développeurs qui commercialisent le logiciel CivilFem depuis plus de 30 ans. Bon, la partie Mark Solver est réputée pour prendre en charge les analyses non linéaires. Et donc, Imeo est la société française d'ingénierie spécialisée en génie civil qui a été choisie par Ingecyber pour être le distributeur officiel du logiciel sur le territoire français. Donc, on rappelle toujours une particularité du logiciel, c'est que la prise en main est très rapide. On a une interface en plusieurs langues, anglais, français, chinois, espagnol. Une interface très didactique, imaginée par des génies civilistes pour des génies civilistes, et une commande possible en langage Python. Je vous invite à aller visiter la chaîne YouTube CivilFem, où vous trouverez énormément de vidéos, de tutoriels, et notamment une illustration sur la simulation du béton par une loi de comportement non linéaire, qui est assez passionnante. Pour les utilisateurs, le logiciel offre des tutoriaux papier également, qui permet la prise en charge de modèles simples ou plus complexes pas à pas. On le verra par la suite. Il y a une aide en ligne avec la touche F1 et un support technique aussi bien par Imeo en France que Ingecyber en Espagne. Bon, les types d'analyse, on l'a déjà vu, mais c'est l'analyse structurale. Bon, on retrouve toutes les analyses qu'on peut espérer en structure. On a également de l'analyse thermique et de l'analyse des écoulements souterrains. Pour ce qui est du béton armé et du métal, ainsi que le béton précontraint, on a de nombreux codes à l'international pour faire les vérifications selon les codes en vigueur. Bien, alors,
facultés sont très avancées en analyse non linéaire hein, dans le logiciel CivilFEM. On a par exemple les études de stabilité de pente hein, pour évaluer le facteur de sécurité au travers de la contrainte de plastification. On va avoir des matériaux géotechniques avec des lois de comportement non linéaires, de l'activation et de la désactivation d'éléments structuraux. On va pouvoir travailler au grand déplacement. On a des contacts avancés, de l'interaction sur structure, des câbles, des inclusions. Avec CivilFEM, Avec CivilFEM, on va pouvoir faire du phasage de construction, hein, par exemple pour la construction de ponts. On va pouvoir simuler du phasage de construction pour du tunnel. On va aussi pouvoir faire du phasage de construction pour des ouvrages souterrains construits en tranchées ouvertes. Le logiciel CivilFEM est très puissant pour tous les sujets de forensique, hein, c'est-à-dire tenter de reproduire des comportements connus. Vous avez par exemple en bas l'utilisation du logiciel CivilFEM pour la reproduction du sinistre sur le terminal 2E de l'aéroport Charles de Gaulle. Bien, donc comme on le disait, bon, on peut faire du phasage avec CivilFEM pour du pont. Dans CivilFEM, on va avoir des éléments poutres et poteaux qu'on va pouvoir paramétrer de sections variables. On va pouvoir également modéliser des tabliers de sections variables. Hein, et on l'a déjà dit, mais avec CivilFEM, un des sujets de prédilection, c'est bien sûr la mécanique des sols. Les barrages également hein, vont pouvoir être simulés à l'aide du logiciel CivilFEM avec l'étude des écoulements souterrains. Et enfin, on en arrive à ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, les ouvrages maritimes et portuaires. Donc le premier exemple que l'on va passer en revue, c'est celui du caisson flottant. D'accord. Le caisson standard, hein, qui est généralement préfabriqué, puis transporté par flottaison, pour être ensuite immergé par ballastage jusqu'au fond marin. Hein. Il est habituellement constitué d'un radier, de fond et de voiles verticaux, formant l'enveloppe périphérique étanche, requise pour la flottaison. Alors, je vais reprendre mon pointeur, ce sera plus simple. Voilà, donc typiquement, voilà, ça c'est le caisson qu'on va modéliser. 12,70 m de hauteur. Les voiles de contreventement qui compartimentent le volume et qui viendront recevoir ensuite le ballast. Hein, et puis cette enceinte périphérique, hein, bien sûr en béton armé, étanche, qui va permettre la flottaison. Alors, le caisson va connaître plusieurs situations successives, hein, le phasage de préfabrication, la mise à l'eau, le transport par flottaison, le ballastage, les situations en service. Hein. Aujourd'hui, c'est la situation en flottaison qui va être abordée. Les actions les plus importantes sont celles agissant sur les voiles extérieures du caisson et en sous-face du radier. Donc, vous avez ici une coupe du caisson avec à l'extérieur les pressions hydrostatiques. Vous avez ici la ligne de flottaison qui disons, a été calculée par ailleurs. Et puis ici, une hauteur R
de remplissage ou de ballastage pour venir modifier l'équilibre et la ligne de flottaison du caisson si besoin. Donc au travers de cet exemple, on va notamment illustrer les capacités du logiciel CivilFEM à permettre la détermination du ferraillage des plaques en béton armé. Il y a un outil assez puissant dans le logiciel qui permet de le faire. Donc, on va tout de suite aller au modèle. Bon. Alors, voilà. Voici le modèle du caisson. Alors, je vais prendre une vue qui m'intéresse. Donc, je rappelle l'interface habituelle du logiciel, n'est-ce pas? L'utilisateur bénéficie d'une interface très didactique. L'utilisateur va balayer les sujets, va aller faire ses courses dans les onglets du haut, de gauche à droite. Dans ces onglets, il choisit les différents items qu'il a besoin de renseigner. Quand il choisit un item, l'objet à créer apparaît ici dans la colonne de droite. Et c'est ici dans la colonne de droite que l'utilisateur va pouvoir paramétrer plus en détail l'objet en question. Bon, l'onglet environnement, c'est là que l'utilisateur va choisir ses systèmes de coordonnées, va choisir les règlements de calcul, va choisir son type d'analyse, et puis des éléments de configuration d'unité, un outil de mesure, et puis ici un outil très puissant qui est un outil de sélection qu'on verra un peu plus tard. C'est un outil qui permet d'aller sélectionner les éléments à l'intérieur, soit les nœuds, on peut choisir des éléments structuraux, des éléments de maillage ou les nœuds, et on a différentes façons d'aller choisir ces éléments, soit en allant les prendre à la souris, soit par localisation, par exemple au travers de leur géométrie, ou par type de matériau, ou encore par type de section, etc., ou même par cas de chargement. Donc ça c'est très puissant. Et donc une fois que la sélection est faite, on peut manipuler des groupes qui viennent se ranger ici. Donc ici c'est cette colonne là. Si elle nous gêne, on peut la fermer. On peut dans vue ici la rappeler. Ici c'est l'icône groupe. Ici on a l'arborescence qui permet de ranger tous nos groupes à l'intérieur du modèle. Donc sur des modèles simples, souvent il n'est pas utile de constituer ces regroupements, ces familles. Sur des modèles où la géométrie devient un peu plus dense, comme par exemple ce caisson, on a envie de créer un groupe, par exemple, uniquement pour un voile. Donc ici vous avez en anglais le voile nord, le voile sud, le voile ouest. Donc quand je clique dessus, il apparaît en surbrillance. Le voile du sud, le voile du nord, n'est-ce pas? Les voiles intérieurs, 1 et 2, et le radier, voilà. Voilà, donc ça permet ainsi de regrouper les éléments, de constituer des familles, et une fois que la famille est sélectionnée, le groupe est sélectionné, on peut agir sur l'ensemble du groupe. Donc, toujours ce que je disais, l'utilisateur balaye de gauche à droite, l'environnement, la géométrie. Alors, la géométrie, la géométrie existe déjà, on l'a déjà rentrée. Pour voir la géométrie, on clique sur cette icône. Donc, je rappelle, c'est dans Vue, c'est dans les propriétés de la vue à l'écran. Ici, on choisit ce que l'on veut voir à l'écran ou ne pas voir. Si je ne veux pas voir ce bandeau, je désactive le HUD.
Je le réactive, ça apparaît. Ici, je vais choisir dans quel mode je veux me placer. Hein. Ici, je suis dans le mode de la géométrie. Si je veux repasser au mode avec maillage, je clique ici. Ici, j'ai un mode d'activation des contacts. On verra sur un autre modèle, etc. Si je veux choisir, par exemple, que les nœuds, voilà, là, je vais pouvoir les sélectionner des nœuds. Bon, je reviens sur ma géométrie. Donc, le caisson, ici, il a une géométrie où chaque face est une géométrie à part entière, hein, un rectangle. Donc, cette décomposition permet d'avoir un maillage parfaitement coïncident, hein, et de faciliter ce qu'on appelle le partage de typologie. Il aurait été tout à fait possible dans la géométrie ici d'effectuer des opérations booléennes, notamment d'union, hein, pour aller réunir les différents rectangles, par exemple, de cette face, hein, qui est la face sud. J'aurais pu faire l'addition de tous ces rectangles pour ne constituer qu'une seule face, qui aurait été l'union, hein, par opération booléenne, l'union de tous ces rectangles, hein, pour ainsi n'avoir à ne traiter le maillage que d'une seule face. Là, dans ce modèle, le choix a plutôt été pris de mailler chacune des faces, hein, en ayant le contrôle sur la dimension de la maille, pour que ensuite le partage de typologie et la coïncidence, hein, des nœuds soit bonne, et qu'on puisse facilement utiliser cet outil qui est l'outil de fusion des nœuds, hein. C'est-à-dire que dans l'option maillage, une fois que j'ai maillé toutes mes plaques, je peux venir ici et demander à fusionner tous les nœuds. Donc, petit rappel, quand on laisse la souris sur une option, on a un texte qui apparaît, qui propose de sélectionner la touche F1 de l'ordinateur, et à ce moment-là, vous voyez, on est directement en lien avec le menu d'aide en ligne du logiciel. Et donc, j'ai cliqué sur l'option fusionner les nœuds. Bon, c'est une aide en anglais pour l'instant, qui reste en anglais, qui n'existe pas encore en français. Mais on a en anglais l'explication de tout ce que l'on peut faire avec cet outil de fusion des nœuds. Et comment l'utiliser, bien sûr, hein. Donc, sur ce modèle du caisson, on a défini donc une géométrie, on a défini des matériaux. Alors, excusez-moi, je vais juste enlever une barre qui me gêne. Voilà. On a défini des matériaux. On a défini un béton C3545. D'accord. Donc, quand je clique dessus, ici à gauche, j'ai ces propriétés qui apparaissent. On a défini un béton C2025. Et on a défini un acier de limite élastique 500 mégapascales. L'acier étant défini pour permettre la définition du ferraillage dans le béton armé. Bon, il n'y a pas on n'a pas défini de section dans ce modèle, il n'y a pas de poutre. Ensuite, on a maillé. Donc, et si je clique sur un élément du maillage, j'ai son petit nom, le matériau qui le constitue, son épaisseur, qui ici est rentré comme une valeur fixe, égale à 50 cm, pardon. Mais j'aurais pu rentrer un paramètre. Les paramètres sont ici, dans la partie basse de la fenêtre. Ici, je peux rentrer un paramètre, rentrer le type de paramètre, le type d'unité, le système de coordonnées, la formule. Je peux donc rentrer un paramètre sous forme de formule. Et puis, surtout, rentrer une valeur.
Donc le maillage, c'est fait. On a fusionné tous les nœuds, si bien que les voiles sont tous encastrés les uns dans les autres. On voit sur cette géométrie d'ailleurs que le caisson présente un débord, un talon de part et d'autre. Donc ici, vous avez l'ensemble des éléments structuraux ici à droite de l'interface. Vous avez l'ensemble des éléments structuraux qui ont été définis. Alors, sur une géométrie comme celle-ci, où on a beaucoup d'éléments qui se répètent avec les mêmes propriétés, dans CivilFEM, on a cette fonction-là très pratique, qui est de copier ou de cloner. Hein. C'est-à-dire quand on a défini un maillage pour une pièce et qu'on veut reproduire ce maillage sur de nombreuses autres pièces, hein, eh bien, il suffit de demander un clonage de cette pièce et de définir sur quelle pièce on veut effectuer le clonage, et ensuite la reproduction des propriétés est faite automatiquement, et ainsi la tâche est beaucoup moins rébarbative. Et une fois que les pièces sont constituées, on peut venir les sélectionner. Par exemple, si j'en sélectionne un certain nombre ici, je clique sur déplacer vers un groupe du modèle, et par cette opération, je vais venir rassembler tous ces éléments dans un même groupe qui va apparaître dans cet explorateur. Alors, le caisson étant flottant, dans ce modèle, un ressort est appliqué sur toute la surface du radier, n'est-ce pas? Donc, si je veux les visualiser, je les sélectionne tous. Hein, je fais visualiser, et donc les ressorts, vous les voyez vus de dessus, sont appliqués sur chaque facette du radier. Et si je demande de le voir sur le maillage, voilà, on voit que chaque partie du maillage est bien concernée bien conditionnée par un ressort. Donc ce ressort, on lui a donné une valeur de 1,26 mégapascal par mètre, hein, qui est la réaction de l'eau, prise en hypothèse pendant la flottaison. Des contacts dans ce modèle, il n'y en a pas, et il y a bien sûr et surtout des chargements. Alors les chargements, ce qui est très intéressant dans CivilFEM, c'est que une charge hydrostatique, on peut la définir ici, hein, quand je viens créer un groupe de chargement. Je peux ici venir choisir surface hydrostatique. Hein. La surface hydrostatique, alors ça va se définir de la manière suivante, c'est que une fois que j'ai décidé de rentrer un chargement hydrostatique, je viens attribuer le chargement hydrostatique à un élément structurel. Hein. Donc là, par exemple, c'est le mur est. À cet élément structurel, une surface est attribuée. On définit un plan de charge nulle, hein, qui ici est égal à 12 mètres. Ce plan de charge nulle, il est paramétré ici, d'accord? C'est ce que j'ai appelé le Z flotte pour Z ligne de flottaison. Et puis ici on a rentré un poids spécifique de l'eau, un poids volumique spécifique de l'eau, hein, également paramétré. Ici c'est le JE, hein, 10 250 newtons par mètre cube, qui est la densité de l'eau de mer, enfin le poids volumique de l'eau de mer. Donc, une fois que ces paramètres sont rentrés, on a défini un plan de charge nulle, et donc on peut comme ça établir la charge hydrostatique sur l'élément. Donc
Ici, on peut visualiser le chargement qui nous intéresse. Alors, par exemple, moi, je veux aller voir sur le mur est extérieur. Hein, mur est extérieur, voilà. Je le visualise ici. Hein. Donc, sur chacune de ces facettes, la même charge a été appliquée. Charge hydrostatique. Avec un plan d'eau à 12 mètres, c'est-à-dire légèrement en dessous de la partie supérieure du caisson, hein, et appliqué sur toute la hauteur. Si je modifie mon paramètre, le Z-float, au lieu d'être égal à 12, il est égal à 6 mètres, alors on voit que le réajustement est fait directement. Donc, sur un modèle comme celui-ci, soumis à des charges hydrostatiques, c'est une fonctionnalité très intéressante puisque avec ce paramétrage, on peut faire varier à volonté la ligne de flottaison sans être obligé de re-rentrer un nouveau chargement et sans être obligé de passer par des surfaces géométriques ou des lignes géométriques accessoires. Hein. C'est souvent le cas. Là, c'est pas nécessaire. C'est automatiquement, disons, paramétré dans le logiciel, hein, au bénéfice des ouvrages qui sont des ouvrages à l'eau, de génie civil de l'eau. Bien, donc c'était l'occasion de rappeler aussi l'usage ici de cet onglet chargement, hein, puisque ici on peut donc, quand on veut visualiser un groupe de chargement, eh bien, on le choisit ici, on va le chercher ici. On peut ici vouloir visualiser les conditions limites. Donc sur ce caisson, on a bloqué en XY les 4 angles aux 4 coins. Bon, c'est pas forcément une hypothèse très opportune parce que ça génère des efforts importants dans ces angles, mais enfin c'était pour cet exemple essayer de stabiliser au mieux le système et faciliter les calculs. Et ensuite, bien sûr, on peut aller choisir le cas de chargement. Donc, par exemple, si l'on veut visualiser la flottaison pour, enfin le cas de chargement complet pour une ligne de flottaison à 6 mètres. Là, on l'a ici. Donc, le Z-float est bien à 6 mètres. J'ai mes charges hydrostatiques extérieures à 6 mètres. Et j'ai mes sous-pressions sous le radier. Et puis, si je veux voir le cas de chargement à 12 mètres, alors là, bien sûr, il faut que je mette à jour le paramètre. Hein, et pour ce cas de chargement à 12 mètres, la ligne de flottaison est montée à 12 mètres parce qu'on a rajouté de l'eau à l'intérieur des compartiments. C'est pour ça que la charge hydrostatique résultante sur le voile périphérique est écrêtée sur la partie inférieure puisqu'on a rentré une charge d'eau à l'intérieur égale à 6 mètres. Donc pour visualiser ceci, on va tout en bas ici sur le cas de chargement, la ligne de flottaison à 12 mètres, et l'on peut voir ici à gauche toutes les charges appliquées et prises en compte pour ce cas de chargement, et c'est l'occasion de voir que quand pour un cas de chargement, hein, un chargement est rentré, à ce chargement, on peut appliquer un facteur, hein, pour pondérer l'action. Ça peut être ici les facteurs de combinaison, hein, que l'on utilise quand on combine des cas de chargement pour monter des combinaisons, ELS, ELU, etc. Mais on verra par la suite dans l'onglet Post-Processing qu'on a ici une fonction combinaison qui permet également de remonter des combinaisons. Donc en fait, dans le logiciel CivilFEM, on peut rentrer des coefficients pondérateurs à 2 endroits différents. Donc, on a une géométrie, on l'a maillée, on a fusionné les nœuds pour avoir
des éléments encastrés. On a défini des groupes de chargement. On a vu qu'on avait la possibilité sous CivilFEM de définir des plans de charge hydraulique nulle et ainsi d'appliquer facilement la charge hydrostatique aux éléments se situant sous ce niveau de charge. On a défini des conditions aux limites sur les 4 angles et on a monté deux cas de chargement, 2 combinaisons. Donc ensuite, alors je vais fermer cette fenêtre pour qu'on y voit un petit peu mieux. Je vais enlever la bande du bas. Je vais effacer les actions. Voilà. Ensuite, ce qu'on veut, une fois que que le modèle est correctement conditionné, on veut lancer le calcul. Hein. Donc là, on va dans l'onglet calcul. Ici, l'utilisateur a un paramétrage pour la partie solver. D'accord. Et on appuie sur démarrer et le calcul se lance. Et pour chaque cas de chargement, le logiciel produit un fichier résultat qui porte le même nom avec une terminaison en .rcf. Le .rcf étant stocké dans le dossier où se trouve également le fichier de calcul. Hein, donc pour l'utilisateur, c'est très simple et très lisible. Hein. Il a un fichier de calcul en .cf. Il a un dossier avec à l'intérieur un fichier de calcul en .cf et dans ce même dossier vont être rangés les fichiers résultats. Donc, une fois que les calculs ont été faits, l'utilisateur va dans Résultats et il va charger les résultats qui l'intéressent. Donc, Load File, ici, vous avez une fenêtre qui s'ouvre pour aller chercher les résultats qui vous intéressent. Et là, il vous emmène directement donc, dans le dossier où vous aviez mis votre fichier de calcul. Et vous allez sélectionner vos 2 fichiers résultats qui sont en .rcf. D'accord? Donc ils sont déjà là, hein, et ils sont déjà chargés. Et donc une fois que les fichiers résultats sont chargés, hein, celui qui apparaît ici est celui qui va être du coup inspecté au travers des résultats. Hein. Donc par exemple, si je veux visualiser les déplacements en Z, hein, du cas de chargement d'une ligne de flottaison à 6 mètres, hein, je les ai ici. Hein. Donc, et vous voyez que les déplacements intéressants sont au niveau du radier, évidemment. Et si je veux visualiser pour une ligne de flottaison à 12 mètres, je peux faire 10 fils. Alors, soit je vais choisir le cas de chargement ici, hein, soit j'utilise les petites flèches. Là, le résultat se met à jour. Donc, on voit que pour 2 lignes de flottaison différentes, hein, on a des déplacements totalement différents. Et sur ce type de structure, ce qui va être très intéressant pour l'utilisateur, l'ingénieur, c'est d'aller rapidement définir des sections d'acier, des sections d'armature, pour essayer d'optimiser son dimensionnement. On comprend qu'au travers d'un modèle comme celui-ci, on peut paramétrer les épaisseurs des voiles intérieures de contreventement, paramétrer les épaisseurs des voiles d'enceinte périphérique, l'épaisseur du radier, et en appuyant et en changeant, en faisant varier le paramètre dans la fenêtre paramètres, le modèle est directement mis à jour. Il suffit de relancer le calcul pour obtenir de nouveaux résultats. Hein. Donc là, on a les deux cas de chargement qui ont été calculés pour une ligne de flottaison à 6 mètres et pour une ligne de flottaison à 12 mètres. Hein. Et donc, lorsque le résultat est chargé ici, on peut donc le post-traiter
en allant lui demander de calculer le ferraillage. Alors dans Civil FEM, il y a plusieurs méthodes de détermination du ferraillage. Il y a la méthode de Wood Armor, la méthode CEB-FIP, des directions orthogonales et des directions défavorables. Donc ce sont des méthodes, si les gens ne sont pas coutumiers de ces méthodes, avec l'aide en ligne, on peut facilement avoir accès à l'explication et aux détails de ces différentes méthodes. Ce sont, voilà, vous les retrouvez, je suis passé trop vite, Voilà. Ici, vous avez dans l'aide en ligne la définition de chaque méthode. En résumé, la méthode Wood Armor, c'est une méthode qui permet la détermination du ferraillage en flexion simple. Si vous avez de la flexion composée, alors de la flexion composée avec compression, la compression va être favorable et va avoir pour effet de diminuer plutôt le ferraillage requis sous flexion. Ou si au contraire vous avez de la traction qui va au contraire avoir pour effet d'augmenter à flexion égale la section d'acier nécessaire, alors on va plutôt aller rechercher la méthode CEB-FIP ou la méthode des directions orthogonales. Donc ici on a par exemple fait, on a déterminé le ferraillage avec deux méthodes différentes. Pour chaque cas de chargement, on a utilisé deux méthodes différentes. La méthode Wood Armor, donc en flexion simple, sans prise en compte ni de la compression ni de la traction. Et puis par la méthode CEB-FIP, où là, on prend en compte l'effort normal dans la plaque, en utilisant les coefficients. Donc le logiciel va rechercher un critère de contrainte, à respecter un critère de contrainte dans le béton et dans l'acier, en utilisant les coefficients gamma C, qui sont rentrés par ailleurs ici dans la définition du matériau, le gamma C pour le béton, et puis pour un acier, on va avoir le gamma S, qui sont les coefficients appliqués sur les contraintes caractéristiques. Donc, comme je le disais, le cas de chargement est ici rentré et on lui demande de calculer, enfin de déterminer un fichier résultat qui va être un fichier résultat de section d'armature. Donc quand on est là, les sections d'acier, on les a déjà calculées et on va les chercher dans un répertoire qu'on a appelé ferraillage, par exemple. Et c'est un fichier .crcf, voilà. Les fichiers résultats Wood Armor et CEB-FIP sont ici. Donc on peut tous les charger. Voilà. Quand le logiciel travaille, vous avez une barre progression en bas à gauche. Donc là, il a fini de charger. Et vous retrouvez vos fichiers résultats qui sont tous ici. Donc si par exemple, je veux voir le ferraillage dans le radier, pour la combinaison, pour la ligne de flottaison à 6 mètres avec la méthode Wood Armor à l'ELS, puisque j'ai rentré pour ce faire un gamma C et un gamma S d'un ELS quasi permanent, puisque c'est souvent le cas sur ces ouvrages à l'eau, ces ouvrages à la mer. C'est quand même souvent le critère d'ouverture de fissure à l'ELS QP qui est dimensionnant. Donc je sélectionne mon fichier résultat et je lui demande par exemple, donc voilà, il va me donner les sections d'acier X top, Y top, X bottom, Y bottom, c'est-à-dire le top, c'est la direction X du dessus, la direction Y du dessus, et le dessus est déterminé par l'orientation de l'axe Z de l'élément plaque. Donc, par exemple, sur mon
sur mon radier, ici, au préalable, j'ai vérifié l'orientation de mon repère. Hein. J'ai l'axe Y qui est vert, l'axe rouge hein, qui est X, et j'ai la normale, l'axe Z bleu, qui lui regarde vers le haut. Hein. Donc ça veut dire que ma nappe supérieure, ma nappe top, est sur la partie supérieure du radier. Donc, je choisis mon unité, je veux des centimètres carrés par mètre parce que ça me parle bien, hein, et je lui demande d'afficher. Alors, je peux afficher dans le modèle entier. Voilà. Donc là, j'ai ma section d'acier requise selon la direction X, nappe du dessus. Et admettons que ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est surtout de regarder le radier. Voilà. Et je vais choisir que le radier. Alors, je veux choisir que le radier. Alors, typiquement ici, je pourrais sélectionner un par un toutes les faces du radier. C'est relativement laborieux. Donc là, je retourne dans Vue, je prends mon outil groupe dans lequel j'ai constitué la famille radier, slab. Et ici, je vais choisir directement, sélectionner directement, je valide, et il ne me garde que le radier. Et j'ai ainsi la section d'acier selon l'axe X, nappe supérieure. Et bien sûr, je peux faire défiler selon Y, le X, nappe de dessous, et le Y, nappe de dessous. Et je peux obtenir le même résultat, mais cette fois-ci, ce n'est plus par la méthode de Wood-Armer que je veux avoir le résultat, mais par la méthode CEB-FIP. C'est-à-dire, je veux comparer la section d'armature que j'ai calculée sans prendre en compte la flexion composée à la section d'armature requise en flexion composée. Bon, je pense que tout le monde a deviné lequel va être le plus fort, mais ici, je choisis donc pour la même ligne de flottaison 6 mètres, le résultat selon la méthode CEB-FIP. Il va me mettre à jour directement le résultat. Bon, alors, c'est ce que je disais, on a dans les angles des efforts importants qui ont généré. Alors là, typiquement dans les angles, il doit y avoir des efforts normaux très importants. Hein. On peut les filtrer, par exemple, en écrétant tout ce qui est au-dessus de 10. Voilà. Et une fois qu'on a fait cet exercice, c'est-à-dire qu'on a défini les ferraillages selon différentes méthodes, hein, ce qui peut être intéressant pour l'utilisateur, c'est de se dire, ben moi, après tout, j'ai pas envie d'aller décortiquer tout mon ouvrage et de le passer en revue point par point et de savoir si oui ou non je dois prendre en compte l'effort normal ou pas. On a par exemple donc dimensionné selon plusieurs méthodes et ensuite on se dit on va aller prendre l'enveloppe. Hein. Et donc dans CivilFEM, il est tout à fait possible dans l'onglet post-traitement d'utiliser ces boutons très pratiques. Alors j'en profite pour vous présenter le bouton dérivé. Hein, le bouton dérivé permet d'aller sélectionner des résultats. Hein. Je prends par exemple ces deux résultats. Et je peux, une fois qu'un résultat est sélectionné, je peux modifier par un coefficient les résultats de déplacement, de rotation, etc. Donc ça peut être intéressant pour faire des opérations sur les résultats au nœud, les résultats sur les plaques. On a un outil combinaison
comme je le disais, quand on veut monter, quand on a un modèle dont on est sûr que les résultats combinés sont bien la combinaison linéaire des différents cas de chargement, alors à ce moment-là, on va chercher ces différents cas de chargement, n'est-ce pas? Et on peut ici, admettons que ici on ait deux cas de chargement, par exemple, admettons que ce soit l'un le poids propre et l'autre uniquement la charge hydraulique, et qu'on dise que finalement la combinaison finale est bien la combinaison linéaire, la sommation des résultats du poids propre plus de la charge hydrostatique. Et à ce moment-là, je crée un nouveau cas de chargement. Donc, je sais pas, par exemple, on va l'appeler ELS 101. D'accord? On fait, voilà, hop, hop, tac, et là, je les combine avec un coefficient. Hein. Admettons que le poids propre, je le prends à 1,35. Alors, ça va pas être de l'ELS, ce serait plutôt, disons, de l'ELU. Le poids propre à 1,35 et puis une charge d'exploitation à 1,5. D'accord? Et là, ici, dans la colonne de droite, il va me créer la combinaison ELS 101. Et toutes les combinaisons qui vont être créées vont pouvoir être enregistrées. C'est-à-dire le fichier de création des combinaisons, une fois que vous l'avez rentré, vous l'enregistrez, si bien que vous ne le perdez pas. Et vous pouvez, par la suite, évidemment, le modifier. Hein. Donc, bon, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on a monté ces combinaisons à la main dans un tableur. On a bien réfléchi à ces combinaisons et à ces coefficients, et puis ensuite on les rentre ici à la main une bonne fois pour toutes, et ça marche très très bien. Et donc je vous disais, on a ici également un bouton enveloppe hein, qui permet également d'aller sélectionner des résultats. Donc par exemple ici, on va sélectionner les résultats de calcul de ferraillage. Voilà. Et on va lui demander de créer l'enveloppe hein, des sections d'armature pour tous ces résultats. Et il va aller le générer dans le répertoire que vous aurez sélectionné. Et donc, par exemple, ici, si je vais chercher le fichier résultat enveloppe qui est ici, voilà, je le charge, il est là. C'est bon, et donc je peux venir le chercher ici, et j'aurai pour le radier l'enveloppe de toutes les sections d'armature calculées selon les différentes méthodes. En X, en Y, nappe du dessus, nappe du dessous. Et si je veux avoir l'ensemble du modèle, alors je peux faire comme ça, faire effacer, là il est revenu, et je fais afficher, voilà, donc il faut aller écréter ce qui est en trop, mais admettons qu'on prenne que ce qui est en dessous de 15, ce qui devrait filtrer suffisamment. Voilà, on a filtré les valeurs incohérentes qui sont dans les angles et on a le ferraillage en Y bottom sur l'ensemble de la structure. Voilà, donc c'était un exemple. Alors on peut, dans le même temps, hein, à la fois avoir les résultats et le chargement. Voilà. Bon, ça peut être intéressant des fois, parce qu'en des fois on ne sait plus dans quel cas de chargement on est. Ça permet de retrouver facilement l'information. Donc, pour revenir à la présentation générale, on a vu les points forts du logiciel CivilFEM sur cet exemple du caisson flottant. Hein.
Donc, ce qu'on disait, c'est qu'on peut prendre en charge des répétitions importantes de pièces au sein d'une géométrie à l'aide des outils clonage et copie. Hein. On a l'outil sélection qui permet la gestion des groupes contenus au sein du modèle. Hein. Le partage de typologie, la fusion des nœuds, on l'a vu. On peut paramétrer des épaisseurs de voile et de radier et ainsi répéter les calculs rapidement. Dans CivilFEM, on a cette fonction chargement hydrostatique avec paramétrage du plan de charge nulle, hein, qui, on l'a vu, permet un gain de temps important. Et on a vu la détermination du ferraillage des pièces en béton armé selon différentes méthodes. Donc en résumé, ce que l'on voulait illustrer, c'est qu'à l'aide du logiciel CivilFEM, il est possible de simuler de nombreuses configurations différentes, et ce afin donc d'optimiser le dimensionnement et les métraits de la structure globale, et ce en un temps très optimisé. Hein, et on l'a vu, l'interface est très didactique, l'utilisateur prend la main très rapidement, et derrière il a des outils de génie civil pour le génie civil qui permettent aux génie civilistes d'obtenir ces résultats le plus rapidement possible. Voilà, bon, l'illustration des résultats que l'on a déjà vus, et puis sur la partie basse, un petit aide-mémoire sur les coefficients gamma C et gamma S que l'on peut avoir besoin de rentrer dans l'interface CivilFEM selon la méthode que l'on utilise. Alors un autre exemple que je voulais vous présenter dans ce webinaire, c'est celui de l'émissaire en mer. Alors l'émissaire en mer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une canalisation, hein, que l'on installe en mer, qui en général est donc protégée et qui permet l'envoi en mer de fluides, d'effluents. Donc là, l'exemple que l'on va aborder, c'est celui d'un émissaire en mer qui a été déplacé et reconstruit sur la principauté de Monaco. Hein, bon, ici on connaît bien le projet d'extension en mer du portier à Monaco. Cette extension, au droit de cette extension, il y avait des émissaires qu'il a fallu déplacer et reconstruire ailleurs. Donc ici on va aborder le modèle d'un émissaire qui a été construit dans le cadre de ce projet, hein, que IMEO a modélisé au bénéfice de la société Corinthe Ingénierie. Donc c'est un émissaire qui est formé d'un tube PEHD, un tube PEHD en diamètre 1 1m30, 1m40 de mémoire, et qui est protégé par 2 fourreaux métalliques sur la partie inclinée et sur la partie horizontale. D'accord. Alors vous voyez ici la modélisation de l'ancrage dans le mur béton. Ici vous avez le diffuseur des effluents. Voilà, on voit très bien ici le détail du maillage, hein, du diffuseur. Les 2 fourreaux en gris, les 2 fourreaux métalliques. On voit les différentes pièces métalliques, les brides, les plaques, des brides encore qui viennent jalonner l'itinéraire de cet émissaire qui fait une 50aine de mètres au total. Donc si on revient sur le profil en long, cet émissaire est recouvert, protégé par des enrochements. Donc il y a d'abord un remblai de confinement de l'installation, et puis par-dessus, ensuite on vient mettre des enrochements. Et la question qui, bien sûr, du dimensionnement et du pourquoi de la simulation, c'est d'aller vérifier le comportement de ce système
et notamment d'aller vérifier ce qui se passait au niveau du coude, puisque le coude ne pouvait pas être protégé par un fourreau métallique. Il est néanmoins renforcé par deux grosses brides, et on est allé installer, comme vous le voyez ici sur l'image, des cales en EPDM au contact entre le fourreau et le PEHD pour prévenir d'un éventuel contact. Et donc l'idée c'était de bâtir différents scénarios sur les hypothèses de portance, sur le type de contact, et de vérifier l'état des contraintes dans le tube PEHD, dans les cales EPDM et dans les fourreaux acier. Les points forts de ce modèle qu'on va balayer rapidement, mais c'est de pouvoir prendre en charge avec CivilFEM de fortes non-linéarités. Une non-linéarité géométrique tout d'abord, parce que le tracé de cette canalisation ne s'inscrit pas dans un seul et même plan vertical. Il y a des changements d'axe, des déviations tout le long du tracé, et notamment au niveau du coude, qui est une pièce PEHD faite sur mesure. Et donc, pour toutes ces raisons, l'approche 3D s'est avérée indispensable. La particularité de ce modèle, et c'est pour ça que je proposais de le présenter dans ce webinaire, c'est que il y a une problématique de modélisation des contacts. Et sur CivilFEM, il y a des outils puissants de modélisation de ces contacts. Et ici, les contacts sur un tel modèle sont entre les remblais et les fourreaux acier, d'une part. On a le remblai de confinement qui vient s'appuyer sur le fourreau acier. On a un contact entre les fourreaux acier et le tube PEHD, avec une distance variable entre les pièces. Et ça, c'est des contacts qui sont très difficiles à modéliser. On a un contact entre la lèvre du fourreau acier et les cales EPDM, on l'a vu ici. Et puis on a un contact entre le tube PEHD et les pièces métalliques. Pourquoi? Pour éviter le partage de typologie. Alors je vais vous montrer on va rentrer dans le modèle. Voilà, alors le modèle est ici. Bon, on va passer rapidement, mais on a donc une géométrie. La géométrie, je rappelle que quand les géométries sont déjà disponibles dans une autre CAO 3D, alors on peut l'importer dans CivilFEM, ici avec l'outil importer la géométrie, et on peut ici importer différents formats, DXF, IGES, du parasolide et du STEP. Donc les formats qui marchent très bien et qui sont très souvent disponibles, c'est l'IGES et le STEP, qui sont des formats qui permettent un bon transfert des données. Alors, je reviens, voilà, donc les contacts. Donc les contacts sont modélisés ici, dans la partie droite, dans le chapitre contact. Donc je rappelle que quand on veut créer un contact, on va dans maillage et ici on appelle l'objet contact. Quand on appelle l'objet contact, alors il y a un nouveau contact qui se crée ici dans la colonne de droite. Et si je le sélectionne et que j'ai en plus ici activé le mode contact de la vue, alors je vais avoir par transparence la visualisation exacte des pièces en contact, en vert et en bleu. Donc dans un contact, bon, pour ceux qui sont un peu coutumiers du fait, il y a toujours la pièce qui va en contact et la pièce qui est en contact. Il y a la pièce active et la pièce passive. Et ici, on va donc, dans la définition du contact, on va aller chercher les pièces qui nous intéressent, qui ont été émaillées au préalable. Et puis on définit le type de contact. Donc dans CivilFEM, il y a aujourd'hui 5 types de contacts différents, qui ont des caractères fortement non linéaires. Ici, on a pris essentiellement du blue contact, et on a 2 paramètres essentiels qui sont la tolérance et le bias. Et donc,
Ce qui est intéressant sur ce type de géométrie d'ouvrage, c'est que le tube PEHD étant en flottaison, hein, puisqu'il est, il est légèrement plus léger que l'eau, il va avoir tendance, sous l'effet de la poussée d'Archimède, à remonter vers le haut. Le fourreau acier, lui, qui en plus est appuyé par le remblai de confinement, lui, appuie vers le bas. Et donc on a un PEHD qui se met au contact du fourreau, mais tel qu'on le voit ici sur ce profil en long, qui est au contact, mais que sur certaines zones. Hein. Donc là, le PEHD est au contact sur la partie haute du fourreau, et puis quand on descend, on se rend compte que le PEHD qui ici est en rouge s'éloigne du fourreau, hein, et donc le contact est perdu. Donc sur un linéaire important du fourreau, le contact entre le PEHD et le fourreau est perdu. Hein. On va le retrouver ici, là où on a rajouté des cales. Éventuellement, on va avoir un contact ici en pied, parce que il est possible que la géométrie soit telle qu'un contact se produise. Et puis dans le fourreau du bas, là c'est pareil. Au début, on n'a pas de contact. Et puis c'est quand on arrive au niveau du diffuseur que là, un contact se rétablit entre le PEHD et le fourreau. Et donc, tout l'enjeu de la modélisation 3D sous CivilFEM, ça va être de réussir à paramétrer les contacts, hein, pour reproduire exactement les surfaces de contact qui se sont produits réellement. Hein. Et donc, bon, il y a une petite phase de tâtonnement où on fait varier les paramètres de tolérance et de bias pour réussir à obtenir le résultat escompté. Alors, je voulais aussi vous montrer donc comment on passe en revue les contacts. Hein, donc, vous voyez que quand on fait défiler les contacts, à chaque fois, alors dans chargement, j'ai là l'Archimède. Hein, vous voyez la poussée d'Archimède qui est représentée par l'action rouge ascendante. Je l'enlève, et donc les contacts, on les fait défiler, et à chaque fois, on voit en rouge et en bleu les différentes pièces qui sont en contact. Là, typiquement, sur le diffuseur, on crée un contact entre les pièces métalliques, qui sont les brides et la plaque de bouchon, avec le PEHD du diffuseur. Pourquoi? Parce que plutôt que de s'embêter à aller créer un partage de typologie entre ces pièces, qui va nécessiter un gros travail de partage de typologie, on crée du contact. On crée du contact segment à segment, et ainsi, pas besoin d'aller chercher le partage de typologie. C'est le contact qui va assurer la liaison entre les différentes pièces. Et une autre chose importante à voir, c'est que dans CivilFEM, on peut créer un contact entre une pièce, ici en bleu, et plusieurs autres pièces, ici en vert. Hein. Les contacts ne sont pas une seule pièce à une seule pièce, ça peut être plusieurs pièces avec d'autres plusieurs pièces. Bien, si je sors du mode contact, je reviens dans le mode avec maillage. Voilà. Bon, on n'ira pas beaucoup plus loin sur ce modèle parce que le temps passe, mais vous avez ici une illustration des résultats. Donc, bon, on a pu avoir les déformés, du PEHD, hein, donc récupérer les contraintes dans le PEHD, les comparer à une contrainte critique. PEHD, ça travaille au maximum environ jusqu'à 21 mégapascales. On a pu récupérer les contraintes de von Mises dans les fourreaux, hein, et vérifier que les contraintes étaient acceptables. Et puis on a pu aussi vérifier la descente de charge et les contraintes passant dans les cales EPDM, avec, vous voyez ici, la déformée des cales EPDM, où on voit bien l'effet de poinçonnement de la lèvre du fourreau sur la cale EPDM. Voilà, donc ça c'était, j'arrive à la fin de la présentation de ces cas d'application spécifiques au génie civil maritime. Pour conclure, je vous rappelle que
n'hésitez pas à revenir vers nous et si vous le souhaitez à nous demander des démonstrations en live sur des sujets qui vous questionnent, qui vous intéressent. On pourra, pourquoi pas, si certains sont intéressés, aborder le sujet de la modélisation sous CivilFEM d'ouvrages massifs. Et je prends l'exemple des écluses, qui sont des ouvrages d'actualité en ce moment en France. Et pourquoi pas voir comment prendre en charge ce type d'ouvrage massif avec CivilFEM, SolverMark. Ce sont des ouvrages où on a souvent, donc bien sûr, tête aval, tête amont, hein, qui sont de véritables barrages. Et puis on a le sas en partie centrale, hein, qui est d'épaisseur importante, où c'est intéressant d'aller voir le comportement sous les actions thermiques et notamment le risque de RSI, de réaction sulfatique interne. Et puis une autre problématique, je pense intéressante à voir sur ce type d'ouvrage, c'est comment déterminer facilement un ferraillage dans ces pièces massives. Dans le souci, bien sûr, de la rentabilité économique de la modélisation, hein. Alors, je rappelle aussi qu'avec CivilFEM, on peut modéliser des fouilles, hein, des fouilles sous soutènement. Là, par exemple, une port remoulée, butonnée en tête. Hein, on peut modéliser les écoulements liés à un pompage de rabattement, comme ici sur un bassin auquel IMEO a participé, une port remoulée avec un pompage de rabattement, des avoisinants à proximité, donc toujours des sujets sensibles. Donc comme je le disais avec CivilFEM, on peut aussi simuler le transfert de chaleur dans les pièces massives en béton. Donc c'est des sujets qu'on peut aborder ensemble si certains le souhaitent, avec plaisir. Et puis enfin, je vous dis merci pour votre attention. Alors, il me manque quand même une diapositive. Excusez-moi. Voilà, si pour prendre contact avec nous, hein, avec le distributeur en France IMEO, vous me contactez en direct à l'adresse suivante. Je vous invite à aller visiter les sites internet civilfem.com, le site internet d'IMEO, imeo.com. Sachez que les licences CivilFEM sont encore des licences perpétuelles, hein. Les licences de logiciels sont de moins en moins perpétuelles, sont quand même souvent de plus en plus en contrat de location. CivilFEM peut également être acquis au travers de location-vente, hein, c'est-à-dire vous louez quelques mois pour vous faire la main, et puis les mois loués sont ensuite défalqués de l'acquisition de la licence. Et on a 4 niveaux de licence pour essayer de s'adapter aux besoins de chacun. Tout le long de l'année, on a des périodes de tarifs promotionnels. Donc je vous invite, hein, à prendre contact et à ce qu'on discute ensemble de vos besoins. Je vous remercie encore d'avoir participé à ce webinaire sur le thème du génie civil maritime, et encore une fois, je vous invite à aller répondre au sondage au travers du mail qui vous sera envoyé et à poser toutes les questions qui pourront vous intéresser. À très bientôt.